Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur La Voix du CDO, le podcast au cœur de la révolution numérique. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la transformation digitale des organisations avec des experts, des dirigeants, des visionnaires qui ne se contentent pas de suivre les tendances ou de les théoriser, mais les façonnent jour après jour dans leur travail quotidien avec leurs équipes, leurs partenaires métiers ou leurs clients. Dans chaque épisode, nous discutons de manière pragmatique des stratégies, des usages, des technologies et des implémentations qui redéfinissent notre monde d'aujourd'hui. Des IA à la blockchain en passant par la cybersécurité, les data lakes ou les digital workplace ou toute autre innovation qui transforme notre pratique au quotidien. Les succès comme les échecs nous intéressent. Ils sont le fruit de notre capacité à faire progresser nos organisations au bénéfice de celles-ci, des utilisateurs et des clients. Efficacité, croissance, productivité, expérience client, chiffre d'affaires, nouveaux business models, engagement employé, tous ces objectifs sont recherchés par nos invités qui décrivent leur expérience concrète sur le terrain pour nous faire progresser ensemble. Pour les leaders actuels et de demain, abonnez-vous dès maintenant à la Voix du CTO et restez à l'avant-garde du changement. Embarquez avec nous dans cette aventure passionnante et grandissons collectivement dans cette période de changement continu qui s'accélère tous les jours. Eh bien, bonjour à tous. Nous voici pour notre 4e épisode de notre podcast La Voix du CDO. Bonjour Dawson. Bonjour Miguel, bonjour tout le monde. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. La pêche, je suis ravi qu'on ait ces invités-là, Thomas, Sébastien, William. Et merci d'avoir pris le temps de nous partager vos expériences et votre parcours et qui vous êtes. Merci. Des invités de qualité, hein, parce que et en plus assez diversifiés. Alors, on revient sur des sujets d'IA, hein, c'est vraiment le sujet à la mode. On n'arrive pas pour l'instant à passer sur d'autres sujets, mais c'est vraiment passionnant. Et on va voir là aussi avec des expériences très concrètes, hein, avec Thomas, une start-up qui utilise l'IA à fond. Sébastien, spécialiste data et IA, qui va nous en dire plus, bien entendu. Et puis William, alors ça, c'est un sujet aussi qu'on n'avait pas encore abordé, environnementaliste, et puis justement tous les sujets et les impacts de l'IA et les problématiques de sobriété numérique qui en découlent forcément. Donc, on va pouvoir mixer un petit peu vos retours d'expérience concrets et on va avoir un débat passionnant. Alors, je vous propose peut-être, Thomas, de te présenter rapidement, et puis ensuite Sébastien, et ensuite William, et puis bien entendu, on lancera le débat ensuite. Ça marche pas, avec plaisir. Déjà, enchanté. Merci Dawson et Miguel pour l'invitation. Comme on se le disait juste avant le début de l'enregistrement, moi j'ai écouté vos premiers épisodes avec un grand intérêt et j'espère que vous aurez l'énergie d'en sortir plus souvent pour que ça devienne mon podcast pour m'endormir le soir. J'ai trouvé le sujet passionnant et le format notamment que vous utilisez, je trouve que ça manquait sur le marché du podcast sur ce sujet de la révolution qu'on voit en ce moment sur technologique, quoi, de l'intelligence artificielle. Donc, merci de me permettre d'y participer. En ce qui me concerne, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que en fait, je suis tombé dans le code, moi, de très, très, très jeune. J'ai commencé à coder à l'âge de 10-11 ans. Je crois que c'est mon plus vieux souvenir, c'est quand après avoir regardé le film Matrix, j'avais tapé sur Google comment devenir hacker. Et au final, je suis tombé sur un cours pour apprendre le langage C qui avait été écrit par Matteo 21, qui s'appelle Mathieu Nebra, et qui est donc sur un site qui s'appelait à l'époque le site du zéro, et qui est devenu aujourd'hui la start-up énorme Open Classroom. Et je le remercierai toujours parce que je ne l'ai jamais rencontré, j'espère un jour, mais parce que ça a littéralement changé ma vie. Enfin, ça a orienté absolument tous mes choix professionnels qui ont suivi. Après ce cours-là, moi, je suis tombé dans le code, je suis passé un peu par tous les langages. C, C++, Java, Python, SQL, etc. Mon plus gros projet perso, ça a été de développer au départ un robot d'échecs, parce que j'adorais ça quand j'étais petit, sans jamais devenir très bon, j'ai toujours adoré les échecs. Donc j'ai mis 10 ans à avoir une version qui battait à peu près des débutants, notamment en rajoutant une couche d'IA, donc on pourra en parler peut-être après. Oui. Et puis bon, après, donc, au niveau de mon parcours, j'ai passé un bac scientifique, un peu par hasard et par erreur d'orientation. Je suis parti en prépa HEC.
parce que je ne connaissais pas les autres options. J'ai fait une école de commerce, j'ai commencé ma carrière en finance. Je faisais ce qu'on appelle de l'audit d'acquisition chez PwC. Donc, en gros, on faisait des missions d'audit sur des entreprises qui étaient dans des projets de fusion ou d'acquisition. Et en fait, sur les 4 ans que j'ai passé chez eux, j'ai fait 4 mois le métier d'analyste financier pour lequel j'avais été recruté. Et pendant 3 ans et demi, je leur ai développé un logiciel qui automatisait de la production de tableaux. Donc, une grosse macro. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans. Je fais une parenthèse. Je suis allé bosser avec mes parents qui ont une PME de véranda à Lyon, une menuiserie aluminium, une vieille entreprise familiale. Et puis, je me suis retrouvé à 29 ans. Je ne savais pas trop où j'allais. J'étais frustré parce que je voyais le TGV, justement, de l'intelligence artificielle passer devant moi. Il n'y avait pas encore eu le chat GPT, mais GPT existait déjà, les premières versions. J'étais passionné, moi, d'informatique et de mathématiques. Et voilà, donc, et du coup, j'ai pris une décision assez radicale, c'est que j'ai repris des études. Donc, j'ai repris en double licence maths info à Sorbonne, Jussieu. Et donc, pendant 3 ans, j'ai passé un master de maths appliquées à la data, le M2A. Et en fait, pendant ces années d'études, pour me financer, je faisais des missions de freelance en tant que data analyst pour des marques de commerce, parce que ma meilleure amie de l'époque avait monté un site e-commerce de lingerie qui s'appelle We Are Jolie, qui est une marque de culottes et maintenant de maillots de bain, etc. Et en gros, moi, je savais faire du Python et du SQL, donc je leur créais des dashboards pour suivre leurs performances. Donc, c'est là que j'ai rencontré d'autres entreprises comme le Slip français, Teddy Bear, etc. Et en gros, en résumé, je me suis rendu compte que les marques e-commerce avaient, comme toute entreprise, un besoin de data pour piloter leur entreprise, mais que la data, donc, c'est important, mais c'est très chiant. C'est très chiant quand on n'est pas des geeks comme nous. Il faut la centraliser, la segmenter, la visualiser, etc. Et donc, c'est pour ça qu'après, il y a 3 ans, donc, j'ai créé Butterfly, qui est une entreprise, c'est une solution SaaS qui a pour objectif de faciliter l'accès à la data des marques e-commerce. Et l'ambition avouée de vouloir remplacer le métier de data analyst pour les marques e-commerce. Et donc, D'accord. Voilà. Super parcours. Merci. Ouais. Sébastien Robert. Oui, bonjour à tous. Merci Miguel et merci Dawson pour l'invitation. C'est vrai que c'est hyper cool d'avoir un nouveau podcast qui s'est lancé sur ces problématiques. Ces dernières années, il y a eu pas mal d'effervescence dans le monde de la data, de l'IA, notamment autour des podcasts. Donc, c'est tant mieux qu'on puisse bénéficier de vos échanges. Effectivement, les premiers épisodes étaient assez intéressants et le format table ronde comme ça est assez sympa. Moi, rapidement, actuellement, je fais un break de quelques mois, mais avant, j'étais directeur data IA chez Floa. Alors, contrairement à Thomas, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours aimé les chiffres, les maths. C'est ça aussi que j'ai bien aimé en arrivant chez Floa il y a 5 ans, en découvrant la data. C'est faire parler les chiffres. Je trouve ça toujours hyper intéressant quand on remonte un peu au fonctionnement de. Là, on parlait de ChatGPT, finalement, quand on regarde les premiers papiers de recherche sur Attention is all you need, de comprendre en fait les mathématiques qu'il y a derrière et de comprendre toute la science. Je trouve ça assez incroyable en fait de voir comment on arrive à transformer des chiffres et des formules, des fonctions mathématiques en langage, en réflexion presque finalement. Et c'est ça, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. De façon plus large, j'ai toujours aimé faire le lien entre des sujets technologiques, techniques et leur adoption. Je trouve que ce qui est assez fascinant aussi, c'est ce paradoxe qu'on peut voir avec une technologie. Thomas parlait de TGV, ça va à toute vitesse. Et en même temps, parfois, on est stack 10, 20, 30 ans en arrière, encore plus dans le monde de l'entreprise où il peut y avoir une forme d'inertie, de legacy et de taille organisationnelle qui joue. Mais voilà, on est en 2024, on parle de ChatGPT, on parle de retourner sur la Lune, on parle de voitures autonomes, et pourtant, parfois, on n'arrive juste pas à se connecter sur Zoom. Enfin, il y a toujours ces petits paradoxes-là au niveau de l'adoption de la technologie. Ouais. Et en entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. De ne pas s'arrêter à la technique, à la technologie, c'est un socle fondamental dont on a tous besoin, qui évolue chaque année, mais c'est aussi comment on arrive à vraiment l'adopter, à l'utiliser, à faire en sorte qu'il y a un maximum de gens qui puissent en bénéficier. Et ça, et là, il y a des leviers humains, il y a des leviers organisationnels, il y a plein de choses qui vont derrière et qui sont assez fascinantes dans le monde de l'entreprise. Donc voilà en quelques mots. Et donc oui, ce que je disais, donc mon expérience précédente, donc c'était directeur data IA chez Floa, donc c'est une petite fintech
qui a pas mal grossi ces dernières années, bordelaise, qui a été rachetée par le groupe BNP Paribas en 2022. Et auparavant, j'avais eu d'autres expériences, notamment j'avais fait un graduate programme chez Orange de quelques années. Super, très riche également. Merci Sébastien. Et William Naït-Mazi, tu veux bien nous présenter ton parcours? Oui, déjà merci pour l'invitation. C'est super de pouvoir parler avec des profils aussi divers et pour ma part d'évoquer le côté enjeu environnemental de l'IA. Donc, je vais être le moins data scientist de la bande, je pense. Je suis environnementaliste de formation, donc j'ai fait des études en sciences de l'environnement, en océanographie et en développement durable. Et en fait, j'ai travaillé dans différentes directions de développement durable de groupes français parce que j'avais pas spécialement une industrie en tête ou une spécialisation en tête. Et au fil du temps, j'ai eu l'occasion aussi de rejoindre une ONG qui s'appelle le WWF. Et pendant plusieurs années, j'animais des partenariats avec des entreprises. Donc, c'est comment une ONG, en tant que critical friend, peut aider une entreprise dans sa prise de conscience, dans son action, réduire son impact sur la biodiversité, sur la partie déforestation, agriculture durable. Et au fil des années, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas assez de numérique et de l'impact environnemental du numérique, parce que là, à l'heure actuelle, ça dépasse la vision scientifique d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Et autant les émissions de gaz à effet de serre de l'avion, c'est quand même quelque chose dans le champ public qui est largement partagé. Voilà, il y a des mouvements pour réduire, arrêter de prendre l'avion. Et le côté numérique, c'est beaucoup moins tangible. On voit moins, voilà, un serveur, un data center, on envoie un WhatsApp, on ne se rend pas compte du chemin de la donnée et des différents impacts que ça peut avoir en direct ou en indirect. Et donc, je voulais beaucoup plus travailler, me former là-dessus. Et j'ai rejoint pour ça Capgemini dans un premier temps, où j'étais sur les enjeux IT, Green IT, IT for Green, aider un peu les différents consultants à utiliser la data pour aider des entreprises à prendre conscience, à mesurer, à réduire leurs impacts. Et ensuite, j'ai voulu aller encore plus loin et me spécialiser ou en blockchain ou en IA. Et donc, c'est tombé sur l'IA. On va dire que j'avais un peu de nez sans m'en rendre compte. Et du coup, j'ai rejoint Equimetrix. Et depuis 1 an et demi, maintenant, je travaille chez Equimetrix, qui est une entreprise en data science et en IA, et qui, en fait, va proposer des solutions data, des solutions IA pour des clients grands comptes qu'on va adapter à leurs demandes. Alors, le gros d'Equimetrix, c'est ce qu'on appelle c'est sur le MMM, donc le Market Mix Optimization. Donc, on prend différents points de données et on aide des entreprises à optimiser des cycles de vente, des cycles de produits. Et on a d'autres projets, d'autres équipes. On a forcément des équipes qui sont à fond sur l'IA générative, sur l'IA responsable. Et pour ma part, je suis dans les équipes qui ont développé des projets de data et d'IA sur le volet réduction d'impact. Donc, que ce soit sur le volet climat, donc très lié aux émissions de gaz à effet de serre, le volet biodiversité, parce que là aussi, on peut faire des choses avec de la data, et le volet reporting. C'est un gros enjeu du moment avec un gros socle de directives européennes qui est arrivé, que ce soit la CSRD ou la CF3D. Donc, les entreprises françaises, même si elles n'étaient pas forcément en retard par rapport à d'autres entreprises, elles doivent se mettre à jour et elles doivent passer d'une approche qui va être très Excel à une approche beaucoup plus robuste d'un point de vue de la donnée. Et donc, on a un paquet de choses pour les aider en termes de projet data, projet IA, pour aller plus vite et surtout pour pas que dans leur direction RSE, les employés passent du temps sur la partie reporting plutôt que le passage à l'action et vraiment comment je vais shifter mon entreprise vers une trajectoire 2050. Voilà. D'accord. Oh, super, super intéressant également. Et est-ce que ce problématique d'impact environnemental, d'ailleurs, est-ce que c'est un sujet qui vous concerne en tout cas aussi, Thomas et Sébastien? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations quand vous êtes sur des projets ou est-ce que vous êtes totalement éloigné, vos clients aussi? Parce que justement, parfois, ça semble un peu contradictoire tout ça, c'est intéressant. Je commence, Sébastien, tu Et- Au niveau personnel, moi, c'est un sujet qui me sensibilise dans ma vie perso. Au niveau professionnel, j'ai honte de le dire, mais pas du tout. Pas du tout pour l'instant, je pense. Enfin, mais c'est lié à notre taille, je pense, et peut-être aussi à l'état d'avancement du sujet. C'est que on se bat tous les jours pour. Enfin, bon, c'est le sujet, c'est le sens de la question. Hein, je vous donne la version réelle. On se bat tous les jours pour survivre, pour développer des algos qui intéressent nos clients et être payés par ces clients-là. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet.
c'est pas un sujet qu'on traite du tout. Mais c'est évident quand on voit que, je crois que la semaine dernière, Nvidia a dépassé la valorisation d'Apple. Nvidia peut devenir l'entreprise qui consommera le plus d'énergie, de CO2 au monde en créant des cartes graphiques qui servent à entraîner des modèles gigantesques dont on ne peut même pas imaginer la taille aujourd'hui. Et évidemment que si l'IA devient… avec ChatGPT, on a eu une ouverture vers un usage public de l'IA. C'est pour ça que ça a été une si grosse révolution. On s'était réservé à un groupuscule d'experts ou de passionnés. Si l'IA devenait vraiment, j'ai entendu qu'Apple mettait une IA dans ses iPhones là, très récemment, là on aura des vrais soucis environnementaux sur l'usage notamment des LLM et de l'entraînement. Et même les petites startups comme nous de 10 personnes seront bien obligées à un moment d'y passer. Oui. Et Sébastien, tu as un retour aussi sur ça? Oui, c'est vrai que de plus en plus, forcément, on a envie de travailler sur ces problématiques. Je pense que quand on parle de RSE, il y a 3 sujets qui me viennent en tête autour de la data IA. Le premier qui est la sobriété énergétique. Le deuxième qui est un peu autour de l'éthique, l'accessibilité, et notamment sur l'IA. C'est des choses qui reviennent beaucoup. Et le troisième qui est aussi sur le partage de données, qui est quelque chose qui a pas mal le vent en poupe. Sur la sobriété, moi j'ai vu que c'était quelque chose qui est hyper difficile. C'est-à-dire que malgré les sensibilités de chacun, on a toujours du mal, et encore plus en entreprise, à se dire est-ce que vraiment on a besoin de tant d'historique? Est-ce qu'on a besoin de tant de dashboards? Est-ce qu'on a besoin de tant de données? Est-ce qu'on a besoin de tant de puissance de calcul? Il y a toujours ce réflexe de ce que j'ai appelé le toujours plus. C'est j'ai besoin de plus de puissance de calcul, j'ai besoin de plus de données, j'ai besoin de plus d'historique. On n'a jamais assez. Alors ça soulève même au-delà des sujets environnementaux, hein, des vraies questions de savoir faire avec ce qu'on a et de savoir bien faire avec ce qu'on a avant de se dire que le problème c'est qu'on n'a pas assez. Mais c'est quelque chose qui est assez difficile à adresser. Vraiment en entreprise. J'ai entendu parler, il y a des entreprises qui prennent qui font des choix assez radicaux. Tous nos historiques ils sont complètement purgés à tant d'années. Les historiques qui ont 20 ans, on les a tous supprimés. Il y a des actions un peu coup de poing comme ça, mais de façon générale, on sent que ce côté sobriété est pas évident à mettre en place. Sur l'éthique, qui est le deuxième point, et l'accessibilité, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place, hein, que ce soit aussi bien sur les parcours clients, de faire en sorte qu'on a alors nous c'est parce qu'on est online, c'est pour ça que je disais parcours client, mais ça peut être vrai aussi en magasin dans le monde physique, c'est d'avoir la meilleure accessibilité possible, et puis dans l'utilisation de l'IA, toutes les problématiques autour de l'éthique, dont on parle en plus pas mal en ce moment avec les chats GPT, et c'est aussi ça qui est sympa autour de l'IA générative, c'est le coup de lumière, le projecteur que ça met sur les sujets IA et data en général. Mais bien avant ça, il y avait les sujets de biais dans ma base d'apprentissage, de la façon dont je vais utiliser mes modèles, de la façon dont je vais les appliquer. Donc ça, c'est un deuxième gros sujet, on va dire, sur ces problématiques RSE qu'on a dans la partie data IA. Et le troisième, qui est aussi comment on peut leverager finalement la connaissance, les données qu'on a en entreprise pour les partager. Alors, ça peut être soit les données, soit les compétences. D'ailleurs, il y a des mouvements qui sont lancés, type Data for Good, pour justement permettre aussi à des gens qui ont des compétences de mettre leurs compétences à disposition du bien collectif finalement. Ça peut être aussi au travers des données. Nous, on a travaillé avec une entreprise avec qui on partageait des données et qui ensuite les agrégeait et en fait les réutilise auprès des universités, des médias pour des analyses micro et macroéconomiques. Et c'est un petit exemple, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, on est aussi assis sur des mines d'or. Comment on arrive à les partager dans au-delà de nos clients, au-delà de nos partenaires, au-delà de nos utilisateurs, finalement auprès de la société. Et voilà, c'est un peu ces 3 points qui me viennent en tête quand on parle de RSE avec la data IA, c'est ce côté sobriété énergétique, ce côté éthique, accessibilité, et puis ce troisième qui est le partage de données avec le plus de monde possible. Eh ben, William, quelles sont les quelques bonnes pratiques justement, et comment arriver à concilier cet équilibre entre à la fois besoin d'avancer et d'utiliser toutes ces technologies qui sont hyper consommatrices effectivement pour l'instant en tout cas, même si tous les acteurs sont énormément en train de travailler sur comment optimiser, rationaliser, diminuer
consommation énergétique. De toute façon, on le voit sur tous les grands acteurs, aussi bien les Microsoft, les Google, sur leur data center, ils font des efforts énormes quand même, en visant les zéro émissions de carbone, etc. Je ne sais plus quel horizon. Et en même temps, il faut effectivement, au jour le jour, arriver à maîtriser tout ça. Donc, quelles sont vos bonnes pratiques dans ce domaine? Alors, il y en a plusieurs. T'en as pour des publics développeurs, t'en as pour des utilisateurs qui sont moins avertis. Déjà, nous, la première bonne pratique qu'on met en place, c'est ne pas utiliser systématiquement l'IA générative. C'est-à-dire, tu as plein de cas d'usage où une régression linéaire, une time series, du ML classique, ben, ça marchait bien, ça marche toujours bien. Il n'y a pas besoin de mettre de l'IA générative pour tout. Donc déjà, voilà, quand tu as une équipe de data scientists qui sont experts, se dire c'est quoi la meilleure techno, le meilleur algo. Sur Hugging Face, il y a plein de datasets, de dire qu'est-ce qui va être le plus adapté euh, aux besoins clients, sans forcément faire des usines à gaz pour en faire. Ensuite, la deuxième, c'est d'être capable de mesurer ou à minima d'estimer. Le gros problème qu'on a, c'est que on a quand même beaucoup de modèles qui sont en closed source, on n'a pas non plus les paramètres, on fait des estimations. Donc, on ne peut pas mesurer très finement encore tout ce qui est empreinte carbone. On les estime. Sacha Luciani, qui est la climate lead de Hugging Face, elle publie régulièrement des papiers, et notamment des papiers où ils ont estimé la partie entraînement inférence de GPT 3.5, parce que là aussi on est dans un changement de paradigme, c'est-à-dire que avant, quand on était sur du ML, c'était l'entraînement qui était le plus problématique en termes d'émissions. Maintenant, sur l'IA générative, c'est l'inférence. En fait, l'entraînement de GPT 3.5, si on regarde les estimations, c'est 500 tonnes de CO2, donc en une fois. L'inférence, par contre, si on se place sur 100 millions d'utilisateurs, alors nous tous, si on fait, je sais pas, 5-10 prompts par jour, ça va pas être énorme par rapport à du stockage de données en termes d'usage personnel. Mais vu qu'on est des millions à l'utiliser, si on prend 100 millions d'utilisateurs, c'est autour de 120 000 tonnes de CO2 par an. Donc déjà là, par rapport à ton entraînement de 500 tonnes, tu es à beaucoup plus. Donc ensuite, c'est du coup, pourquoi tu vas l'utiliser, à quelle fréquence. Et si je reviens au cas d'usage, parce que c'est qu'est-ce que, pourquoi tu utilises ton IA générative et qu'est-ce que tu vas en faire. Et il y a, t'as des publications qui commencent à émerger et des entreprises qui communiquent dessus. ExxonMobil, qui est l'entreprise pétrolière aux États-Unis, ils utilisent l'IA générative pour faire de l'optimisation de trouver des réservoirs, des nouveaux réservoirs et extraire du pétrole. Ils anticipent une amélioration de 50 000 barils par jour. 50 000 barils par jour, c'est 20 000 tonnes de CO2 par jour. Donc, si tu regardes ton entraînement, ton inférence, là, sur le cas d'usage, c'est dramatique. Et c'est pareil. En fait, vu qu'on est dans une économie très carbonée, si tu la dopes avec de l'IA générative, toutes les activités par poste de carbone important, bah, ça va être très problématique. Donc, c'est surtout la partie cas d'usage et comment tu dimensionnes ça, comment tu fais attention à pas faire exploser l'impact d'une entreprise. Oui, Thomas? Oui, je peux que abonder dans le sens de William. Ça me fait penser à une erreur, nous, qu'on a faite, qu'on en fait tous les jours, mais qui est vraiment illustre ce que dit William. Pour un cas d'usage pour un de nos clients, on développe donc des briques d'analyse de données de notre logiciel pour les marques e-commerce. Et puis, il y a un de nos clients, donc une marque e-commerce, qui nous dit moi, j'aimerais bien analyser la satisfaction de mes clients. Donc, on récupère la base d'avis des 350 000 avis, c'est une grosse boîte, 350 000 avis Trustpilot. Et je vais essayer de ne pas dire son nom, mais donc l'objectif, c'était d'identifier les sujets de satisfaction et d'insatisfaction des clients. ChatGPT était déjà sorti. Nous, on avait très envie de mettre un doigt dedans, de l'utiliser, de voir GPT-4 en action sur des gros volumes, etc. Et en gros, l'un des sujets, c'était que le produit, une fois qu'il était livré chez le client, sentait pas bon. On savait, et donc il voulait mesurer en fait ce sujet négatif, comment est-ce qu'il évoluait dans le temps, parce que c'était l'emballage en gros qui rendait le produit malodorant. Et donc nous, on a créé une usine à gaz parce que pour analyser 350 000 avis avec ChatGPT, avec GPT-4, pour lui demander est-ce que le sujet odeur est traité, est-ce que l'avis est négatif, positif ou neutre, etc. etc. Enfin, déjà, il n'y avait pas les limitations d'API qu'on avait aujourd'hui, c'était il y a un an. Donc, ça tournait pendant 12 heures. On devait utiliser, je n'ose même pas calculer ce qu'on utilisait en CO2, pour au final avoir un résultat déjà qui nous coûtait beaucoup trop cher. Donc, j'ai dit au client, on ne peut juste pas le mettre en prod, ça ne tient pas. Et on ne peut pas le dupliquer sur d'autres clients. Et surtout,
On s'est réveillé un matin avec mon responsable produit et on s'est dit, mais en fait, si on arrivait juste à lister la liste des mots qui tournent autour de l'odeur, par exemple odeur, et de dire bah, si la note est entre 1 et 3, c'est mauvais, entre 4 et 5, c'est bon, ça résout le problème. Ça paraît con, mais je pense que ça illustre ce que tu dis, William. Et depuis, moi, ça m'a complètement transformé. Je veux dire, l'IA générative, c'est magnifique. Mais en fait, on peut faire des choses parfois 1 milliard de fois plus basiques et beaucoup moins consommatrices de ressources, de temps, puis d'emmerde au quotidien, qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux en efficacité. Et comme tu le dis, même pour ton client, en termes de passage en prod et de coût de compute et de colle à payer, ça aurait été énorme. Donc au final, une autre solution, même sans parler du CO2, c'est beaucoup plus économiquement viable. Et sur la partie mesure, tu as deux solutions que tu peux utiliser. C'est des packages Python. Tu as Code Carbon et Ecologit. C'est des packages pour aller regarder, justement, ça te fait des estimations d'empreintes. Donc si tu veux comparer avant de faire des mises en prod de solutions, bah, tu peux le faire avec ça et voir les estimations carbone que ton produit Génial. va engendrer. Je savais même pas que ça existait. Ok, trop bien. Ouais, ça a été fait justement par Data for Good, dont Sébastien parlait. Ils font la maintenance des packages et ils essaient largement de le diffuser pour qu'il y ait des retours d'expérience dessus. Ok, super. Tu nous repartageras ce lien, William, s'il te plaît, Ouais, que je avec mettrai plaisir. dans la liste du podcast pour que les gens puissent effectivement y accéder. Je rebondis un peu sur le sujet, donc, parce que tu as lancé ce mot-là de deux thématiques qui étaient public développeur. J'essaie de comprendre un peu ce que tu voulais mettre dedans, et puis de parler un peu de l'expérience autour de Data for Good. Alors Sébastien aussi, je vois que c'est une organisation que vous connaissez bien. Pour que tu nous partages un peu ces deux aspects-là, s'il te plaît, William. Ouais, donc quand je disais développeurs, c'est les développeurs dans les entreprises qui bossent sur des cas d'usage. D'accord. Et donc déjà se former, comprendre ce que tu peux mesurer, ce que tu peux estimer, quels vont être les facteurs d'émission, quelles vont être les sources à prendre. Et justement des packages comme ça, les connaître, savoir les utiliser, se dire OK, du coup entre deux solutions, voilà le ratio d'estimation. Après, toute la partie, ensuite, quand tu commences à entraîner des modèles, il y a d'autres méthodes. C'est euh, entraîner par époque, donc tu réduis tes paramètres au fur et à mesure. Tu as toute la partie structure pruning où tu vas réduire des paramètres qui ne sont pas utilisés. La partie quantization, il y a différents types de méthodes qui existent pour quand tu fais vraiment fine-tuning, entraînement d'LLM pour aller réduire dès le début. Après, toute la partie fine-tuning aussi, c'est aller sur des datasets peut-être plus petits, c'est-à-dire que tu fais un test sur un dataset plus petit avant d'aller sur ton gros dataset, ton gros passage en prod, et déjà faire justement des tests avec Code Carbon pour dire ce que ça peut donner. Et sur le volet de Data for Good, donc Data for Good, c'est une association qui permet de mettre en commun des data scientists qui se porteraient volontaires, bénévoles sur leur temps libre pour faire des projets pour des associations. Et donc, en fait, les associations, souvent, elles vont pas avoir le budget pour avoir un ou des data scientists qui font la partie base de données, scrapping, visualisation. Donc, il y a plein de personnes en France qui sont très compétentes. Et tu as des projets sur le volet environnemental. Par exemple, sur cette saison, il y a deux projets que je peux expliquer. Il y en a avec une association qui s'appelle Bloom. Bloom, c'est une association de protection des océans. Une des façons de protéger les océans, c'est de faire ce qu'on appelle des aires marines protégées. En gros, c'est une surface dans l'océan où tu n'as pas d'activité, pas de pêche, pas de transport, pas de construction, et les écosystèmes marins vont se régénérer. Le seul problème, c'est que vu qu'ils se régénèrent, c'est des endroits qui sont souvent très poissonneux, très riches en biodiversité. Donc, tu as des entreprises qui jouent pas le jeu, qui vont aller pêcher dans ces zones-là. C'est très compliqué à détecter parce que tu as beaucoup de navires qui naviguent autour de la France. Et en fait, Bloom, avec Data for Good, ils ont développé un modèle. Ils lui ont mis quelques règles simples en se disant les bateaux, ils ont forcément une balise. Parce que d'un point de vue sécurité, tu es obligé d'avoir une balise. Ils se sont rendus compte que souvent, quand ils allaient pêcher dans des aires marines protégées, ils éteignaient la balise, ils pêchent 20-15 minutes, ensuite ils la rallument. Du coup, ils ont entraîné un modèle de machine learning. Tu vas repérer toutes les balises, tu mappes les aires marines protégées, et ensuite, c'est une règle. Quand tu as une balise qui est à, je sais pas, 2 km de l'aire marine protégée qui va éteindre et rallumer, et ben ça la flag. Ça, c'est impossible de le faire à l'œil nu. Il y a je sais pas combien de milliers et de centaines de milliers de bateaux tous les jours. Et ben voilà, une IA de ML là-dessus, ça marche bien.
Et donc, c'est des bénévoles de Data for Good qui ont fait ça. Bloom l'utilise, ils font des papiers là-dessus, ils vont voir les différentes pêcheries, les gendarmeries pour leur indiquer ça. Et ça permet justement de le comprendre, de le mesurer, de dire combien de bateaux le font, à quelle fréquence. Génial. Un autre, ouais, c'est fou. Et les data scientists qui sont dessus, ils travaillent dans des entreprises sur d'autres sujets, mais ils sont super bons en ML et donc ils font ça. Et c'est Génial. Et il y en a un autre où là, c'est sur une problématique de feux de forêt. Les feux de forêt, en général, dans les grandes forêts domaniales, par exemple, dans le sud de la France, pour les détecter en avance de phase, c'est tu mets une tour de guet qui est assez haute, tu as un pompier avec une jumelle, et il regarde, il essaie de repérer de la fumée. Là aussi, vu l'étendue, tu peux améliorer ça. Euh, donc Data for Good, ils travaillent depuis plusieurs années avec une association qui s'appelle Pioneer. Et Pioneer, ce qu'ils ont fait, c'est tout simple. Ils ont mis une caméra sur les tours de guet des pompiers. La caméra, tu as un algorithme de computer vision derrière, tu as du machine learning. Elle va prendre des photos toutes les, je sais plus, 0,5 secondes. Et derrière, tu entraînes un algorithme de machine learning pour que la détection du panache de fumée avec des cônes de détection, dès qu'il détecte une certaine hauteur, un certain spread, et ben, tu as une alerte. Et vu que tu as un volet aussi analyse satellite et géolocalisation, c'est beaucoup plus simple pour les pompiers. Parce que pareil, quand le pompier est sur sa tour et qu'il détecte une flamme, tu les envoies où les pompiers? Donc là, tu as un lien avec un mapping de la zone. Et donc, ils ont des coordonnées de géolocalisation beaucoup plus précises pour intervenir. Là aussi, c'est des bénévoles qui ont développé ça. Si tu le fais pas avec des bénévoles, ça coûterait extrêmement cher à développer ce type de projet. D'ailleurs, les pompiers, avant ça, n'avaient pas ce type de techno. C'est dire ce que ça représente. Voilà, deux exemples. Après, des projets plutôt sociétaux, et c'est assez cool de donner son temps et d'aider des assos là-dessus. Puis en plus, des fois, tu as des personnes qui sont en reconversion, tu as des étudiants, ça leur permet de se familiariser avec des choses, de tester des méthodos, des modèles. Quand il y a des soucis, quand il y a des enjeux d'IA générative, ben, ils testent le fait de bosser avec des LLM en Python, donc c'est plutôt sympa aussi. Génial. C'est génial, ouais. Vraiment très, très, très inspirant en plus, parce que ça veut vraiment dire que peut utiliser en fait ces mêmes technologies pour justement améliorer grandement la problématique environnementale et l'anticiper. Et du coup, ça me faisait penser dans la conversation, il faudrait que vraiment, en matière de développement et d'implémentation dans tous les systèmes et les entreprises et les organisations dans lesquelles on travaille, avoir cet état d'esprit un environnemental by design, en fait. C'est-à-dire dès l'origine de la conception, effectivement, arriver à introduire, sensibiliser l'ensemble des développeurs, apparemment avec des outils en plus et des librairies qui existent pour pouvoir mesurer en permanence. Mais il faut le faire dès l'origine, du coup, comme la security by design ou la GDPR by design, etc. Enfin, vraiment arriver dès l'origine, en fait. Donc, comment évangéliser autour de ça, d'ailleurs, parce que je pense que c'est une problématique dont la plupart des entreprises sont quand même et des développeurs sont hyper éloignés. Sébastien, je vois que tu voulais peut-être intervenir sur ce sujet-là. Ouais, bah moi, ce que je trouve toujours hyper intéressant sur ces sujets, c'est aussi de réussir à avoir les ordres de grandeur en tête. Parce que parfois, on peut vite tomber dans des biais de se dire, de faire un focus sur un petit problème finalement d'un point de vue quantitatif par rapport à ces sujets-là, et en fait de passer complètement à côté d'un autre gros problème. Et c'est des biais qu'on a tous, hein, et pour autant, c'est quelque chose qui est très lié à la data, justement, aux chiffres, à ce côté quantitatif, de réussir à dire, parmi mes différentes actions, en fait, c'est lesquelles qui ont le plus d'impact et comment je peux réussir à les transformer. Et je pense que là-dessus, d'ailleurs, les évolutions de l'IA vont pouvoir être assez intéressantes dans ce côté aide à la décision. Je sais que par exemple, quelque chose que j'ai bien aimé, un sujet sur lequel j'ai bien aimé jouer avec ChatGPT, c'est ce côté analyse de risque, justement, sur des risques du quotidien, parce que parfois on est flippé que certaines choses nous arrivent, et pour autant, c'est pas plus probable que de se faire renverser par une voiture dans la rue n'importe quel jour. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant pour le coup, avec une interface comme ChatGPT ou le chat Mistral, etc. Enfin, en tout cas, de pouvoir chatter et de pouvoir échanger en disant, bah, voilà, j'ai une liste de thématiques, ces différents sujets-là, par rapport aux données que tu peux retrouver sur une population similaire. C'est quoi le risque annuel finalement par exemple? Et en fait, d'avoir déjà un peu cet ordre de grandeur et de se rendre compte que parfois on est mais complètement à la côté de la plaque, il y a des ordres de grandeur de 1000, de 10 000 ou d'1 million, et pour autant on ne fait pas le focus sur certains sujets.
voilà, sans rentrer dans le détail, c'est quelque chose que je trouve qu'on observe assez au quotidien, où on se focalise pas toujours les bons risques. Et je pense que sur ce côté quantification de l'impact environnemental, ça pourrait être hyper intéressant, parce que comme le disait William, en fait, déjà réussir à avoir une idée de l'empreinte de ce qu'on fait, c'est très compliqué. Et sans forcément rentrer dans des cas hyper spécifiques où on arrive à très bien monitorer, déjà avoir des idées des ordres de grandeur. De se dire, voilà, par rapport à tel produit, par rapport à tel besoin IA, par rapport à tel dashboard, je suis où en ordre de grandeur et en fait, d'avoir ces ordres de grandeur en tête là, d'avoir cette comparaison pour pouvoir se dire, OK, en fait, s'il faut que je mette une action, c'est plutôt sur celui-là. Et c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, assez difficile à l'heure actuelle. Et j'espère que justement les évolutions autour de l'IA ces prochains mois, prochaines années pourront nous aider dans dans ce côté un peu aide à la décision pour mieux traquer, mieux comprendre notre empreinte. Sur le domaine perso, il y a pas mal d'applications qui ont vu le jour. Le Monde avait fait un super travail où en fait, au travers d'un petit questionnaire, on arrive à quantifier un peu son empreinte carbone de façon assez concrète, de voir, OK, voilà, mes 10 tonnes de CO2 par an, elles se décomposent comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, de dire, OK, en fait, les 4 gros facteurs, c'est l'avion, c'est la voiture, c'est le chauffage et c'est l'alimentation, c'est la viande. OK, c'est peut-être pas tel ou tel autre sujet que j'avais en tête de façon. Et si on arrive à avoir quelque chose de similaire un peu dans le monde pro, alors taylorisé par rapport aux problématiques de chacun, ça pourrait être assez top justement pour savoir où on doit mettre cet effort, où on doit mettre cette action. Parce qu'aujourd'hui, entre le stockage, entre la puissance de calcul, entre le nombre de modèles, le nombre de dates, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui serait le plus important à prioriser. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à bien avancer là-dessus. Super, ouais. Peut-être, j'avais envie, Thomas, que tu nous racontes un petit peu aussi comment tu implémentes l'IA dans ton entreprise et dans ton produit, en fait. Comment vous en êtes arrivé justement à utiliser ces technologies et les différents types d'IA d'ailleurs, parce que puisqu'on a parlé, on a bien commencé à évoquer qu'il y avait différents types d'IA et toi-même tu as raconté des exemples. Comment concrètement, en tant que start-up, jeune start-up, tu arrives à implémenter ça concrètement et quels sont les apports que ça amène? Alors déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de tests ratés, dans le sens où dès qu'il y a eu cette vague de ChatGPT, en fait, au-delà, moi, de mes envies et des envies de l'équipe tech, parce que c'est rigolo à faire, je veux dire, c'est génial, les résultats sont bluffants, donc dès qu'on est un tech en ce moment, on a envie de se rapprocher de ça. J'avais beaucoup de demandes clients un peu par principe, quoi. Les clients, notamment, moi, si je travaille pour des boîtes de marketing qui vendent des produits en ligne, elles ont envie de dire qu'elles s'entourent d'entreprises qui font de l'IA, etc. C'est très à la mode. Après, nous, très concrètement, en fait, on a plusieurs projets de R&D en ce moment. On a 3 gros projets de R&D sur du branchement d'IA. On ne développe pas d'IA, on utilise des modèles. Il y a très peu de boîtes en fait aujourd'hui qui développent des modèles. C'est quelque chose de très complexe. Nous, sur des branchements d'IA sur notre solution, moi, je trouve le plus beau et le plus ambitieux des projets qu'on développe, c'est en résumé, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a développé une solution qui permet de centraliser la data des boîtes e-commerce, c'est-à-dire la data de leur Shopify, de leur logiciel qui gère les ventes sur le site Internet, des canaux d'acquisition, Google, Facebook, TikTok, etc., de Google Analytics pour les performances du site et du logiciel qui envoie des emails. En gros, on centralise tout ça dans ce qu'on appelle un data warehouse et ensuite on branche notre solution dessus qui va permettre de la visualiser simplement. Notre promesse, et on s'en rapproche tous les jours, c'est de dire aux équipes marketing, vous serez capable de sortir n'importe quel tableau, n'importe quel graphique, n'importe quelle analyse e-commerce en moins de 10 clics. Donc ça, c'est la promesse de notre logiciel. Et du coup, donc c'est le logiciel qu'on a sorti en janvier dernier, la première version. Et aujourd'hui, l'IA qu'on veut brancher dessus, va nous permettre de faire en sorte que la personne du marketing n'ait même pas besoin de cliquer sur la solution. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a simplifié l'accès à la data pour les marques e-commerce, mais maintenant, il faut simplifier l'accès à notre logiciel. Il n'y a pas beaucoup de boutons, mais quand même, conceptuellement, en fait, on se rend compte qu'on a réussi à automatiser dans Data Analyst, il y a 2 mots, il y a data et analyst. On a réussi à automatiser la partie de data, c'est-à-dire la partie production de l'information, mise en forme du tableau, requête SQL, etc. Mais au final,
la chose la plus difficile pour faire le travail d'un data analyst, c'est l'esprit du data analyst. Et c'est là où l'intelligence rentre en compte. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui, on a créé un programme de e-learning, on fait des formations à nos clients, etc. Le plus dur, c'est de leur expliquer qu'en fait, le métier de data analyst, tout d'abord, c'est un métier de traduction. C'est-à-dire, quand la directrice marketing va dire au data analyst, sors-moi l'analyse de mes clients repeaters sur les 6 derniers mois, le data analyst, il va dire OK, mais en fait, lui, il traduit, il dit, c'est quoi un client repeater? Sur quel périmètre? Est-ce qu'on est que sur le périmètre français? Il va se poser tout un tas de questions. Et en fait, nous, du coup, on a un logiciel qui permet de cliquer pour répondre à ces questions-là, mais le plus dur, du coup, c'est que nos utilisateurs ont du mal à rentrer. C'est normal, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de développer des bons produits et de faire du bon marketing pour les vendre. Et donc, l'idée qu'on a, du coup, c'est d'apprendre, en fait, à un modèle. Là, on va utiliser un modèle LLM, là, pour le coup. On va apprendre à GPT-4, 4O, qu'on va utiliser, à cliquer sur notre solution. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche globale de ce projet, c'est de dire, en fait, on a réussi à simplifier le monde, le métier de data analyst pour les boîtes e-commerce, pour notre cible. On a réussi à simplifier le métier de data analyst à une quinzaine, une vingtaine de boutons. Maintenant, on peut apprendre, du coup, à une IA générative à cliquer sur ces boutons de façon intelligente. Donc, à prendre la question de la directrice marketing, à l'interpréter et à poser peut-être d'autres questions éventuellement. Exactement. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des chaînes de prompt en disant voici la question de l'utilisateur. Lui, il connaît toute notre documentation. On pourra parler de vectorisation après, parce que la documentation est assez large, donc il ne peut pas tout absorber dans une seule question, mais il y a toute la documentation de l'outil. On lui donne la question de l'utilisateur. On lui dit, à ton avis, cette question, est-ce que tu vas avoir besoin de sortir un tableau ou un graphique? Je simplifie, mais c'est un peu OK, un tableau. À ton avis, il va falloir quoi dans les lignes et dans les colonnes? OK. À ton avis, d'après notre documentation, sur quel bouton il faut que tu cliques pour atteindre ce résultat? Etc., etc. Et on a fait des tests là depuis quelques mois. Les résultats sont fabuleux. Enfin, c'est-à-dire, ils l'utilisent sans aucun fine-tuning. C'est vraiment, on prend la version de base par API de GPT. Il sait bien mieux utiliser la solution que n'importe quel utilisateur qui aurait fait 4 heures de formation. Et c'est vraiment impressionnant. Oui, je rebondis sur cette partie-là qui est au croisement du marketing, de la data et de la performance, si on pousse un peu la logique de la performance, et de dire que effectivement on a une visualisation de la donnée qui nécessite aussi au regard des enjeux et des budgets dépensés, des arbitrages qui doivent être importants. Parce que ce que probablement l'IA va amener dans un deuxième temps, c'est d'identifier rapidement les arbitrages à avoir, notamment sur une campagne. Des fois, les coûts d'acquisition d'une campagne peuvent passer du simple au 10 fois plus cher. Et sur des éléments qu'on ne maîtrise pas, notamment sur des événements sportifs, des événements politiques, des événements plutôt de data publique, qui font qu'il y a un impact sur le consommateur, la manière dont l'audience et la manière dont le commerce ou l'activité va être impacté. Et c'est vrai que la donnée à l'échelle humaine, on peut la visualiser, mais parfois, moi par expérience, c'est parfois un travail quotidien, parfois par heure, par minute, parce que l'audience a un impact un peu de manière linéaire sur l'activité d'un site e-commerce. Et ça, parfois, on n'a pas conscience, parce qu'on va lancer une campagne par rapport à nos horaires de travail de la semaine, et puis le week-end, il y a une flambée de prix qui fait que, en fait, tout le travail qui a fait la semaine s'écroule parce que les budgets d'acquisition marketing et de visibilité sont plus du tout maîtrisés par des événements. Carrément, le sujet que tu évoques, en fait, c'est typiquement c'est précisément le deuxième projet R&D. Je vous disais, on en a 3 en cours. C'est qu'une fois que l'IA sera capable de cliquer sur la solution et donc de générer des analyses à partir de demandes textuelles pour permettre vraiment d'atteindre notre mission, de dire, en fait, n'importe quel responsable marketing ou produit peut avoir la performance, peut sortir un tableau comme le ferait un data analyst. L'objectif, après, c'est que l'IA puisse faire des recommandations.
et puissent conseiller et deviennent vraiment un outil d'aide à la décision, hein, data analyst, le parti analyste, et ce que tu évoques, voilà. Et donc là, on a deux stagiaires recherche là, de Centrale qui nous ont rejoints là, il y a 3 mois, qui sont en train de bosser là-dessus, qui en fait vont chercher, là pour l'instant on est vraiment en phase préliminaire, mais à entraîner un modèle LLM, enfin un ensemble d'IA, pardon, dont un modèle LLM, pour repérer déjà les KPI qui sont dans des variations positives ou négatives. Ensuite, comparer ça à du benchmark, c'est le sujet que tu évoquais, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? Est-ce que je me situe plutôt en position inférieure ou supérieure? Et faire un mix de ça, et ensuite identifier du coup les leviers d'action qui permettent à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Je donne un exemple très concret. Si par exemple, là, pour un de nos clients, on fait des tests à la main, on voit il a un taux de conversion, hein, donc le nombre de commandes divisé par le nombre de visiteurs du site. Il a un taux de conversion qui est dans la moyenne du marché, mais qui est en légère baisse depuis 1 an. Notre outil permet de décomposer ce taux de conversion en sous-taux. Donc, par exemple, un visiteur, il va mettre au panier, puis après, il va passer commande. Okay, donc, il y a déjà 2 taux qui permettent de décomposer le taux global. Tout à fait. Et on se rend compte, par exemple, que depuis 1 an, en fait, c'est son taux d'ajout au panier vers la commande qui est en chute libre, et surtout qui est 2,5 fois inférieur à son marché. Bon, bah, ce genre d'information, typiquement, c'est tout à fait ce qu'une IA, à partir d'assets d'informations, pourrait repérer automatiquement avec des algos de machine learning ou des algos statistiques très peu consommateurs, c'est-à-dire repérer les variations ou les écarts, etc. Mais par contre, l'interprétation et la formulation en français de recommandations, là, on pourra faire intervenir un LLM qui, du coup, devient un vrai outil de la décision et qui dit, bah là, en fait, il faut que tu améliores ta page de checkout parce que tu poses trop de questions à ton client et que, du coup, ton client se barre après avoir mis son produit au panier. C'est un des cas d'usage qu'on aimerait mettre en place rapidement. Il faut vraiment que je te présente Vincent Oliveira, qui a travaillé vraiment sur le CRO, sur cette partie, et qui travaille justement sur une IA générative. Vraiment, Okay. pendant que je te le fasse rencontrer. J'aimerais avoir l'avis de Sébastien et de William un peu sur l'impact environnemental, William notamment, sur cette notion d'e-commerce. Et puis Sébastien a une vision plus globale, un peu sa vision un peu de cet impact-là, William. Bah, sur l'impact environnemental de l'e-commerce, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça dépend de ce que tu achètes, comment c'est distribué, à quelle fréquence tu l'achètes. Là aussi, il y a des études qui existent. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'analyse de cycle de vie. En fait, tu vas plus loin qu'un bilan carbone, c'est-à-dire tu vas mesurer l'impact sur les différentes étapes. Parce que souvent, on se dit c'est le transport, mais c'est plus la production. Plus en général dans les différentes entreprises. Souvent, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire Carrefour, c'est pas les magasins, c'est pas le transport des marchandises qui va avoir le plus d'impact, c'est tout le scope 3, donc tout ce qui est comment tu produis chacun des produits qu'il y a chez eux, comment tu les distribues, comment tu les consommes. Donc c'est souvent ça qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui est indirect, et c'est souvent du coup ce qui dépend pas de toi. Donc malheureusement, en termes d'empreinte, tout ce qui est direct, c'est, on va dire, plus facile à traiter. Et nous, on a aussi des projets en ce sens. Et d'ailleurs, ce que tu disais, Thomas, ça m'a fait penser à ça. C'est qu'on va aider, pareil, en utilisant GPT et des RAG, des entreprises à mieux comprendre, mieux estimer leur empreinte, mais liée à leurs fournisseurs. C'est-à-dire, on a un client qui a un client, par exemple, de la grande distribution, une maison de luxe, qui nous dit, voilà, j'ai entre 1000 et 10 000 fournisseurs. 90% c'est des TPE, PME. J'ai aucune idée de leur empreinte carbone. Je peux pas leur demander de faire un bilan carbone parce que déjà, ils ont pas l'expertise, ils n'ont pas le temps. Et qu'est-ce que je peux leur proposer comme action de décarbonation, comme action d'impact? Et ça, tu peux pas le faire à la main. Tes équipes procurement, tes équipes RSE, c'est entre 5 et 10 personnes. C'est impossible. Donc, on a fait justement un outil d'IA qui permet de déjà mieux collecter la donnée. Donc, quand tes fournisseurs, c'est, mettons, des groupes de taille moyenne, qu'ils ont des données, qu'ils ont du reporting, et ben, plutôt que de leur faire remplir un énième questionnaire, on récupère leurs documents, leur site internet, et on vient faire du pré-filling. Quand ils ont rien, on crée des assistants conversationnels parce que là aussi, c'est une équipe procurement
en général, quand tu fais une campagne de collecte de données comme ça d'impact environnemental, tu peux passer tes matinées à répondre à des mails. Si tu as 20 000 fournisseurs, tu vas avoir jusqu'à 2000 mails tous les matins parce qu'ils ne comprennent pas les questions que tu leur as posées. Et ben, en allant intégrer des années de Q&A, en intégrant des sites comme l'ADEME, des méthodologies qui t'expliquent comment décarboner, comment réduire ton impact sur l'eau, comment réduire ton impact environnemental. Si par exemple, je sais pas, tu fais de l'huile de coco, il y a des ONG qui ont sorti des méthodes. Donc, tu as des rapports qui t'expliquent des pratiques durables. On met tout ça en base de connaissances dans un RAG et ensuite le fournisseur, on lui met en place un assistant conversationnel. Il vient poser des questions. Ça lui vulgarise, ça lui explique étape par étape comment mettre en place une méthode, comment mesurer quelque chose et ça renvoie toujours vers la source de référence. Donc, on modère comme ça l'hallucination pour être sûr que voilà, là, il faut donner des informations précises et il faut être sûr de l'info. Si c'est un fournisseur, ils sont 5 personnes en Italie, ils font du cuir pour une marque de luxe et ils veulent se dire qu'est-ce que dans tout mon process de production, ce qui va émettre le plus, il faut être capable de leur dire ben, c'est potentiellement ça, ça ou ça, et voilà comment le réduire. Donc, tu as la partie je collecte la donnée, la partie j'estime ton empreinte, c'est-à-dire il y a de l'open data, en fait, des bilans carbone de l'ADEME, de ce qu'on appelle le CDP. Et donc, si j'ai la géographie, les secteurs d'activité, le nombre d'employés, je peux faire des estimations. Donc, c'est pas aussi précis qu'un bilan carbone, mais c'est mieux que rien. Tu as déjà des estimations sur les 3 scopes d'émissions, qu'est-ce qui va mettre le plus. Et ensuite, on peut faire des recommandations d'action, parce que là aussi, tu as plein de bases d'action pour réduire ton impact dans tous les sens, mais souvent, elles sont pas adaptées à ton entreprise, tes activités et où tu en es. Est-ce que tu es avancé ou est-ce que tu débutes? Et bien là aussi, en mettant toutes ces actions en base de données, l'assistant conversationnel, quand tu lui dis, je fais du cuir en Italie, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon impact? Il va te dire les 3 actions. Et si tu lui dis ensuite, j'ai déjà mis en place celle-là où je la comprends pas, ça te permet d'itérer, d'expliquer et on a des résultats sympas là-dessus pour le Oui, passage Thomas. à l'action et la transformation. Merci, William. Top. Oui, Je me Thomas. permets de rebondir. William, ce que tu expliques, ça me fait penser à. J'avais écouté une interview de Cédric Villani sur Thinkerview il y a 2-3 ans, donc le mathématicien. Et il parlait d'IA, je crois que c'était même avant qu'il se lance en politique. Et au tout début de l'interview, il a fait une remarque que je n'avais jamais entendue avant, qui dit que en fait, notre traduction française de AI biaise notre jugement sur l'IA parce que Artificial Intelligence en anglais, si on prend CIA ou BI, Business Intelligence, c'est du renseignement. Et ça me fait penser à ça, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que même des pontes de l'IA comme Yann Lequin, que je suis beaucoup, je le trouve parfois hyper dur. Enfin, ça m'embête de ne pas être d'accord avec Yann Lequin, parce que c'est quand même celui qui a inventé ce sur quoi on travaille aujourd'hui, enfin l'un de ceux qui l'ont inventé. Et je trouve, je me dis parfois, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, William, c'est que si on voyait au stade actuel l'IA comme du renseignement automatique, c'est quand même pas rien. De pouvoir adapter des recommandations en fonction d'un cas précis, etc., on serait déjà tous très heureux, quoi. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse, ça m'a fait penser à cette distinction entre intelligence et intelligence en français. Alors oui, je vais rebondir sur ça et puis je donnerai la parole à Sébastien par rapport aux interventions de l'IA et des algorithmes. Il y a un ouvrage que je peux recommander, c'est l'ouvrage de Cathy O'Neill qui s'appelle Algorithme, cette bombe à retardement, qui a été préfacé par Vellani. Je vous conseille, parce qu'en fait, il explique avant tout, avant de parler d'intelligence artificielle, d'intelligence à part entière, ça reste de l'algorithme. Ça reste que, effectivement, pour rejoindre Thomas, ça reste du renseignement, l'information, de la donnée qu'on interprète et qu'on oriente vers un choix, mais qui est un choix qui est humain. D'où l'intérêt qu'on a aujourd'hui sur l'IA Act, essayer de le réglementer pour éviter toutes les dérives. Et pour le coup, je pense que Sébastien peut nous partager sur un sujet qui peut être sensible, qui est le financement, les sujets autour du financement, l'arbitrage autour du financement, la fraude autour des financements, ces enjeux-là. Et puis, si l'on a envie. Et puis après, une vision globale, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'IA dans les usages du commerce. Et voilà. Sébastien. Ouais, alors déjà pour rebondir sur ce que disaient Thomas et William, c'est vrai que, et vous en avez parlé dans les épisodes précédents, sur cette distinction entre l'IA, comme si c'était une singularité, et finalement l'IA, c'est cette nébuleuse presque
C'est un mot qui est ancien finalement. IA, ça prend des formes très différentes. C'est finalement des algorithmes qui sont très différents avec des niveaux de complexité aussi. Et on a cet amalgame qui revient assez souvent. Dans certains cas, c'est une intelligence, on va dire, très basique. Hein. C'est vraiment c'est un arbre de décision. Et puis, au fur et à mesure, on a mis en place des processus qui sont plus compliqués. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et le fait qu'il y ait un seul nom derrière cette nébuleuse, cet écosystème, cet ensemble d'algorithmes, et aussi ce côté un peu mystique, à la fois en positif et en négatif. Hein. En ce moment, il y a tellement de débats sociétaux sur est-ce que l'IA va nous tuer ou est-ce qu'elle va nous sauver finalement. C'est assez incroyable ce côté mystique que ça draine, mais aussi par justement cette appellation un peu unique de l'IA qui est assez marrante. Et j'avais pas entendu effectivement cette situation depuis la nuit, mais c'est tout à fait vrai. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'IA, c'est que ça a mis un gros projecteur sur la data, sur cette notion de données, d'informations et comment je vais la processer. Je pense que c'est toujours important qu'on prenne ce recul-là. Je ne connais pas ta solution sur Butterfly AI, mais je jetterai un œil du coup, parce que c'est vrai que ce côté-là, un peu abaisser finalement le coût d'entrée pour des analyses, pour des besoins, pour une décision, c'est toujours hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup vu ces dernières années aussi avec le low-code, no-code, c'est comment j'arrive à simplifier finalement mon interface, mon accès. Alors, il y a aussi des biais derrière ça qu'on peut voir assez souvent, c'est que finalement, quand on abaisse la barrière, c'est plus simple et c'est plus rapide. Mais c'est aussi du coup plus rapide de prendre une mauvaise décision. Et donc, d'une certaine façon, ça augmente la valeur d'une bonne décision, la valeur d'une bonne analyse. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est de ne pas oublier que derrière l'outil, derrière l'interface, il y a cette notion d'intelligence, d'analyse dont on parle, et que c'est pas uniquement de mettre la main, de mettre la main sur une nouvelle technologie, c'est comment je vais me l'approprier. Ça faisait écho à ce dont je parlais en introduction, c'est la technologie comme enabler indispensable, et que ce soit avec les LLM, que ce soit avec les solutions qui sont développées par des gens comme Thomas, mais c'est aussi comment je l'adopte, comment je l'utilise et comment je l'utilise à bon escient. Parce que plus j'ai un outil puissant dans la main, plus je peux tout faire, du très bon comme du très mauvais. Et c'est ça aussi qui sera intéressant. Dans le monde de l'analyse, on voit très souvent finalement ce côté un peu bullshit data où ça va être une analyse qui va être biaisée, mais si on ne rentre pas dedans, on ne va pas forcément voir. L'output ne va pas correspondre à certains ordres de grandeur, ou finalement la façon dont la donnée est présentée, c'est assez trompeur. Et c'est hyper intéressant de garder cet esprit critique. Et c'est presque renforcé, c'est des skills qui sont renforcés par ce côté low-code, no-code, interface simple, IA générative, parce que c'est tellement plus simple de mal faire que c'est encore plus important et encore plus valorisé de bien faire. Et pour autant, c'est des solutions qui sont super dans ce côté brainstorming, aide à la décision, facilité de l'analyse. Donc, je checkerai avec plaisir cette solution. Avec plaisir. Et après, pour revenir, Dawson, sur les sujets plus larges autour de l'e-commerce, ça va effectivement, pour parler par rapport à mon expérience que j'ai pu connaître, donc chez Floa, donc c'est une fintech qui fait du financement justement pour l'e-commerce. On ne fait pas directement de l'e-commerce, et pour autant, on est 100% online. Soit on travaille en direct pour proposer des solutions de financement à des clients, soit il y a des partenaires qui sont, eux, des commerçants ou des e-commerçants. Dans l'e-commerce, sur les sujets d'environnement, de durabilité dont on parlait avant, c'est un paradoxe un peu permanent, parce que qui dit e-commerce dit consommation, qui dit consommation dit d'une certaine façon sustainability. Et donc, c'est comment j'arrive à résoudre un peu cette équation. Je pense que ce qui est intéressant dans ce qui a été dit par Thomas et William, c'est aussi cette notion de transparence toujours dans l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que tout l'e-commerce est mauvais et que toute la consommation est mauvaise. On a besoin de consommer, c'est comment on le fait mieux. Et tout est dans comment j'arrive à mieux le faire. Aujourd'hui, je fais confiance à une marque en général, à une image de marque, à une marque, pour me dire, OK, je sais pas, si je vais acheter chez le slip français, a priori, c'est quelque chose qui a été fait en France. Il n'y a pas d'enfant qui a travaillé dessus. Et ils ont fait une bonne pub. Je me dis que d'un point de vue environnemental, ils sont plutôt sensibles à ces sujets-là. Mais c'est assez diffus, c'est peu quantitatif, c'est vraiment je fais confiance à une marque, et je pense que justement sur ces sujets de data, sur ces sujets d'IA, c'est comment j'arrive à rendre ça beaucoup plus transparent, beaucoup plus factuel, à me dire
ok, tel achat est en fait mieux que tel autre si ma priorité c'est la durabilité. Parce qu'aujourd'hui, si je vois un jean à 40 €, un jean à 60 €, telle marque, je me dis peut-être que je suis à 60 €, ok, il est un peu plus cher, mais il va durer plus longtemps. Il a été mieux fabriqué, il a moins consommé, mais j'ai aucun élément factuel qui me le met à disposition. Il y a des startups qui sont lancées là-dessus pour faire un peu ce qu'avait fait Yuka finalement sur ces problématiques-là. Et si on arrive à ces degrés de transparence, ben, c'est quelque chose qui sera hyper intéressant. Mais en attendant, voilà, c'est comment j'arrive à baser ma confiance et à la transformer en éléments factuels, parce que sur des grandes marques type, je sais pas, H&M, c'est beaucoup plus dur, parce qu'on a d'un côté les publicités corporate qui nous disent on a fait tout ça, sans parler de greenwashing, parce que je ne suis pas du tout en mesure d'évaluer la qualité ou pas de ce que fait H&M, mais ils investissent beaucoup sur ce sujet-là. À côté, on a les médias, les reports, on va pouvoir lire les analyses qui nous disent non, mais c'est n'importe quoi, ils ont fait ça. Et parfois, les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'ils ont des gammes de produits qui sont environment friendly et d'autres qui ne le sont pas, mais en tant qu'acheteur, H&M, c'est une marque, je n'arrive pas forcément à faire la distinction. Et vraiment, ce côté-là de la transparence dans l'e-commerce, je pense que ce sera quelque chose qui sera important pour à l'avenir réussir à combiner ces aspects-là. Après, plus sur la partie, et ça, c'est vraiment la data, l'IA qui peut aider dedans. Et après, plus par rapport à ce que nous, on faisait, c'est dans cette idée-là de finalement comment j'utilise le financement aussi comme levier pour mieux consommer. C'est comment j'arrive à utiliser le financement, donc le fait de pouvoir splitter mon paiement en plusieurs fois, par exemple, pour consommer sur des produits qui sont justement plus chers, mais aussi de meilleure qualité, qui sont plus durables, qui répondent à un certain nombre de critères. Et c'est comment, au niveau de mes algorithmes de décision d'accepter ou de refuser ma demande de financement, j'arrive justement à bien embarquer ces problématiques d'éthique dont on parlait au départ, d'accessibilité, parce qu'on est sur des écosystèmes qui sont très différents. En termes d'e-commerce, on peut acheter toute chose on peut acheter des meubles, on peut acheter des pneus pour sa voiture, on peut acheter des vêtements, on peut acheter des voyages. Voilà, c'est des data qui sont extrêmement hétérogènes, qui sont pas toujours faciles à faire parler ensemble. Et donc, comment j'arrive à partir de ces données-là, à partir de mes partenaires qui sont si différents, à construire des modèles, des algorithmes qui vont me permettre de prendre une décision d'acceptation, de refus dans chacun de ces cas, tout en tenant compte justement de ces côtés biais d'apprentissage, éthique, explicabilité. Et c'est des choses qui sont assez intéressantes. On a aussi tout un travail autour du cycle de vie de la donnée, puisqu'on va beaucoup parler d'IA, mais finalement, derrière le carburant, c'est la donnée. C'est de se dire comment j'arrive à travailler mon cycle de vie de la donnée pour qu'une fois que mon modèle est en production, j'arrive à récupérer mes données, j'arrive à les agréger dans mon data warehouse, à les segmenter, à les faire parler, et finalement à réentraîner mes modèles derrière pour faire du automated machine learning et réussir à scaler finalement ce type de solution. Donc, c'est des exemples de projets qui sont hyper intéressants parce qu'on va retrouver à tout un ensemble de problématiques qui sont liées à l'utilisation de l'IA pour la prise de décision, avec des sujets éthiques derrière. C'est aussi tous les enjeux liés à l'utilisation en temps réel de ce type de solutions. C'est tout le cycle de vie de la donnée et la gouvernance qu'il va y avoir autour, aussi bien la gouvernance de la data et la gouvernance de l'IA. Et puis, c'est aussi toute l'organisation au niveau de l'entreprise pour réussir à s'approprier ça. Parce que on est encore dans ce côté un peu nébuleux de l'IA, on voit l'IA comme étant une solution magique parfois, et même en entreprise, et même sur des problématiques qui ne sont pas liées au LLM, qui sont sur des algorithmes, on va dire, déterministes. Comment est-ce que ça se fait que mon algorithme se soit trompé? Comment est-ce que ça se fait qu'il n'ait pas accepté cette personne qui aurait probablement remboursé, ou à l'inverse, qu'il ait refusé, qu'il ait accepté telle personne alors qu'elle nous a fait défaut? Et donc, c'est aussi des choses sur lesquelles on a eu pas mal de bumpy road en entreprise pour réussir à travailler sur l'adoption de ce type de solutions de prise de décision liée à l'IA. Oui, merci Sébastien. William, je vais te laisser la parole parce que c'est un sujet que tu maîtrises et sur lequel tu es engagé fortement. Je voulais rebondir sur le greenwashing parce que c'est des projets qu'on a construits chez Equipe pour des clients, que ce soit des banques ou des marques. Parce qu'en fait, le greenwashing, tu as différentes lois. Il y a une directive européenne, il y a une loi française et il y a des lois dans un certain nombre de pays. Et donc, on a intégré ces lois-là dans une IA. Et après, on vient intégrer ou des documents d'entreprise ou des sites ou même des campagnes. C'est-à-dire, ils nous ont envoyé des visuels de campagne. Et le greenwashing, souvent,
c'est pas fait exprès. C'est-à-dire c'est des directions de la com qui ou connaissent pas les règles ou les comprennent pas. Et des fois, c'est vraiment au mot près. Et donc ensuite, notre IA, elle va screener ce qu'ils ont fait comme campagne de com ou leur rapport ou leur site et leur dire, bah là, vous avez, je sais pas, 70% de ce qu'on appelle des claims qui vont poser problème. Et ensuite, c'est pareil, c'est un assistant commercial qui va dire, bah voilà, le claim, on estime qu'il n'est pas conforme à telle réglementation parce que tu as employé le mot net zéro. Or, dans la réglementation, quand tu dis net zéro, tu dois mettre un astérix et tu dois mettre un bilan carbone en expliquant. Et donc, on fait comme ça des recommandations. Donc là, c'est la partie vraiment, je vous aide à réduire le vol greenwashing, je vous aide à comprendre. Et autre élément, le greenwashing, c'est il y a beaucoup de contenu de l'ADEME là-dessus. L'ADEME, l'Agence nationale pour la transition écologique, ils ont produit des guides, notamment des guides sur la communication responsable, où ça t'explique très précisément les ressorts du greenwashing, comment l'éviter, quelles sont les bonnes pratiques. Et on travaille avec l'ADEME et des agents de l'ADEME, parce que l'ADEME, c'est, disons, en tout, plus de 50 000 documents. Et à un moment, ils nous ont dit, ben, même nous, en interne, on n'arrive pas à... Genre, demain, j'ai un agent qui se pose une question sur un sujet. C'est très compliqué de se dire, est-ce qu'il y a déjà d'autres agents dans des agences, dans d'autres, sur d'autres géographies ou en Outre-mer, est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur ce sujet? Ben, là aussi, on construit un outil pour l'ADEME où on intègre en base de connaissances tous leurs documents et ensuite leurs agents posent une question sur un sujet et on leur pointe vers leurs documents. Et on est en train même de créer là, un indice de confiance, de dire bah là, par rapport à ta query et à l'output, on a un degré de confiance entre 0 et je sais pas combien de pourcents sur les différents documents qui vont te servir à avoir ton info dans ce document-là. Donc le sujet d'interprétabilité aussi, de se dire bah, est-ce que ça a servi, ça n'a pas servi, comment la réponse a été construite. Donc on travaille aussi pas mal là-dessus. C'est un gros sujet en ce moment, logique, interprétabilité, agent, comment tu peux mixer un peu ça pour expliquer tes findings. C'est une question qui me vient à l'esprit, là, mais c'est des équipes de combien de personnes pour gérer un projet comme ça et pour arriver à Ça va, produire ce genre de ça va résultats? dépendre. Ce qu'on essaie de faire beaucoup chez Eki, c'est d'avoir des assets pré-packagés pour pouvoir, sur un projet, aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, ben, on a un certain nombre de règles. Ensuite, à la partie, tu collectes les données, mais du coup, on a juste à plugger les règles. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'autant de personnes. Le projet, par exemple, avec l'ADEME, on va dire qu'ils sont 5 à faire ça pour le moment. Et les projets plutôt sur le greenwashing avec des clients, là, c'est 2-3 personnes. Et le gros enjeu qu'on a, c'est pas d'avoir que des data scientists, des architectes, des experts en machine learning, c'est aussi d'avoir des personnes plutôt sur le volet sustainability, parce qu'à un moment, l'output, tu dois être capable de le vérifier, donc il faut que tu aies l'expertise en termes de RSE pour le comprendre. Donc il y a ça aussi. On a souvent des équipes mixtes entre des experts IA, data, au niveau des différentes étapes du projet et des experts techniques, des experts business. Et c'est pareil pour nos projets Métier, sur le c'est ça. marketing, des experts métiers qui vont vérifier ça. Oui, tout à fait. C'est Je- important. Je voulais rebondir sur cette notion-là de contrôle et de vérification, à la fois parce que Sébastien parle d'IA et de déterminisme. Et parfois, lorsqu'on on gère un peu ces arbitrages sur les réponses qu'on veut donner ou l'axe qu'on veut donner sur ces algorithmes, comment vous maîtrisez ou comment vous êtes amené à gérer ces enjeux-là d'arbitrage sur des décisions, que ce soit e-commerce, que ce soit sur l'environnement ou que ce soit de manière plus globale sur le financement ou sur des décisions qui sont importantes. Comment vous raisonnez, comment vous amenez votre réflexion et comment vous arrivez à convaincre l'orientation de la structure d'aller dans cet axe-là et pas dans un autre. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réflexion. Bah, sur ces sujets d'explicabilité, d'interprétabilité, d'éthique, 3 points. Le premier, c'est comment je travaille en amont de mon modèle, tous ces sujets-là autour de l'éthique. Donc ça, là, c'est les biais que je vais avoir, par exemple sur des informations personnelles qui vont être liées à l'âge, qui vont être liées à tel ou tel comportement, comment je les intègre finalement dans ma modélisation, comment je fais en sorte que ma data prep, mon feature engineering soit conforme à ce que je voudrais, à mes grands principes. Et donc là, c'est aussi tout ce qui est encouragé par l'IACT. C'est vraiment toute cette réflexion en amont de dire comment je veux structurer mon travail pour que mon modèle réponde à un certain nombre de critères, un certain nombre d'exigences. Après, il y a l'interprétabilité une fois que de l'output finalement, alors soit d'un output singulier, soit
d'une masse. Là, il y a aussi des outils qui ont fait leur chemin sur le marché pour aider justement par rapport aux différents modèles de machine learning qu'on va avoir à comprendre la décision qui a été prise. Ce qui n'est pas toujours simple à comprendre pour nous, humains, c'est que pour nous, les choses sont assez binaires. On arrive à voir une chose avec 2 dimensions, 3, 4. Et après, c'est très compliqué dans notre esprit quand j'ai un modèle qui va prendre, je sais pas moi, 20 paramètres différents en entrée. Si j'en change un tout petit peu sans changer les 19 autres, conceptuellement, très compliqué de réussir à comprendre ce qui va se passer. Et c'est là où les outils modernes vont réussir à visualiser, à comprendre et à travailler cette interprétabilité-là. Ce qui est aussi important sur ces sujets-là, c'est la notion de confiance. J'avais lu il y a quelque temps, il y avait un article très intéressant sur, je crois que c'est un docteur, professeur à Stanford qui avait publié un article dans lequel il disait j'ai pas besoin de comprendre en fait une recommandation qui m'est faite par une IA. À partir du moment où je lui fais confiance et je sais que le processus en amont a été vetté de la même façon que parfois je prescris un médicament, je ne comprends pas, je ne connais pas le processus finalement chimique et biologique qui fait que ce médicament va marcher. Par contre, j'ai confiance en le système avec la FDA, avec tous les organismes de régulation, avec les tests qui ont été faits, qui me disent que si je donne ce médicament, avec la connaissance que j'ai, j'arrive à comprendre que ça va faire cet effet, mais je fais surtout confiance au système. Et en fait, ce qu'il disait qui était assez intéressant, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir une interprétabilité crystal clear pour tout le monde, que tout le monde comprenne toutes les décisions qui sont prises finalement par une IA, du moment qu'on a des systèmes en amont qui permettent justement d'assurer qu'on puisse faire confiance à telle décision dans un contexte donné. Et je trouvais que c'était un point de vue qui était assez intéressant. Donc, voilà, premier point qui est vraiment le travail en amont sur la checklist, finalement, tous les processus et la gouvernance que je dois avoir pour construire mon modèle. Ensuite, c'est une fois que j'ai mon modèle, c'est tous ces sujets d'interprétabilité à la fois d'une décision, mais aussi de l'ensemble de mes décisions. Puis, un troisième sujet qui est assez intéressant aussi autour de l'IA qui se rapproche de ça, c'est la faillibilité de l'IA. C'est-à-dire, il y a pas mal de papiers aussi qui ont été publiés sur ce sujet-là, un peu de double standard entre une IA et un humain. Je sais qu'un humain va... si je pose une question, si je demande de faire une analyse, un travail, j'attends qu'il y ait un taux d'erreur qui soit non négligeable. Ou sur la route, les conducteurs, on sait qu'il y a tant d'accidents. Et pour autant, si je demande la même chose à une IA, j'attends un niveau de quasi-perfection. Et donc, comment on arrive aussi à gérer ce double standard, ce niveau de faillibilité entre une IA, entre un humain, qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui l'est plus? C'est quelque chose qui revient aussi assez souvent maintenant avec les LLM, avec ce sujet d'hallucination. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un bug, c'est-à-dire que c'est un comportement normal finalement du modèle quand on sait ce qu'on doit attendre des LLM. Et pour autant, ça peut nous sortir n'importe quoi. Je pense qu'on a tous eu des cas où, en travaillant avec le chat, avec ChatGPT, on s'est dit mais c'est brillant et c'est génial ce qu'il a fait. Et parfois, on s'arrache les choses, mais comment il a pu me sortir une réponse fausse à quelque chose d'aussi simple? Et ce sujet de faillibilité, il est assez intéressant parce qu'il rejoint un peu ce côté-là d'explicabilité, d'interprétabilité. Et il soulève pas mal de questions sur ce qu'on est en droit d'attendre d'une IA versus des humains. Est-ce que j'attends que mon LLM et finalement mon IA générative me donne une meilleure réponse qu'un stagiaire ou pas? Dans quel degré? Et donc voilà, c'est un peu ces trois sujets-là quand on parle d'éthique, d'interprétabilité, à la fois toute la gouvernance en amont et finalement l'utilisation de mes données pour travailler sur mes différents biais. Le deuxième qui est mes outputs, l'interprétabilité singulière et statistique, et puis la faillibilité, quel est le taux d'erreur finalement que je peux tolérer et pourquoi. Oui, Thomas, merci Sébastien. Oui, c'est ce que tu dis, Sébastien, ça me fait rebondir sur ce qu'on se disait avec William au début, c'est-à-dire que après, ces erreurs que j'ai vécues au quotidien sur vouloir bourriner avec de l'IA et LLM, mais au final, on se retrouve avec un algo déterministe ultra simple, sans même parler de machine learning, avec un meilleur résultat. De plus en plus, moi, je me dis, en fait, le meilleur moyen de limiter l'erreur, c'est de limiter les cas d'usage des gros modèles d'IA qu'on ne maîtrise pas complètement. Et en fait, parfois, juste en se creusant un tout petit peu plus la tête, on obtient, en utilisant 1 million de fois moins de ressources, de temps, de travail, etc., un résultat qui est meilleur. Donc, c'est le meilleur moyen de limiter l'erreur. Et ensuite, je dirais, moi, je pense que ça dépend en fait de l'objectif. Je vous reprends 2 exemples. Un exemple sur l'analyse de la satisfaction des clients d'une boîte e-commerce.
Je veux dire, l'IA, mettons qu'on ait réussi si on avait réussi à mettre en prod GPT-4 pour l'analyse de la satisfaction, on voyait bien qu'il se trompait de temps en temps. Parce que les formulations des clients étaient parfois alambiquées parce qu'ils n'écrivaient pas très, très bien français, donc l'IA avait du mal à comprendre, etc., etc. Mais bon, ce qu'il y a d'important, c'est que sur 350 000 avis, ils avaient, je crois, en moyenne 20-25 000 avis par mois. De toute façon, l'information était importante pour le pilotage de la satisfaction client. On ne pouvait pas mettre une armée de stagiaires pour lire les 25 000 avis et mettre des notes à chacun des sujets de satisfaction. Et donc, on accepte que l'IA se trompe dans 5, 10, 15, 20% des cas, parce qu'à la fin, en fait, on veut un indicateur de performance. Mais ça dépend des cas. Alors, Ouais. on veut un indicateur de performance, on veut une règle générale, et puis il y a des exceptions, bien évidemment. Donc, C'est ça. c'est un indicateur de masse. Hein. On est plutôt sur une analyse de masse pour pouvoir y mettre des actions à mener derrière de correction. Après, l'exception reste l'exception. C'est ça que Et tout l'enjeu, c'est de réussir à le mesurer. C'est ce que disait William sur la grosse base de connaissances de 50 000 documents. C'est de dire et après, réussir à faire un KPI sur le KPI, c'est à quel point l'information que je te donne, elle est fiable et à quel point elle va t'intéresser, etc. J'avais fait un stage de recherche à la fin de mon master à l'hôpital Pitié-Salpêtrière avec un thésard qui travaillait sur un projet qui était génial. C'était un projet là, de computer vision. Donc, il faisait de la détection du paludisme dans le sang à partir d'échantillons de sang. Donc, fabuleux, c'était génial. Avec des résultats incroyables. Et là, pour le coup, même chose. On était quand on touche au médical, le diagnostic qu'allait faire l'IA, donc la première chose qu'elle devait faire, elle devait repérer s'il y avait le plasmodium. Alors, désolé s'il y a des médecins qui nous écoutent, je vais me tromper. Mais en gros, s'il y avait le paludisme dans le sang. Et ensuite, il devait identifier sa forme, parce qu'il y a plusieurs formes de paludisme. Le malariae, le plus connu, la malaria. Et ensuite, son stade d'avancement. Et en fait, ces trois informations-là donnaient une indication très précise sur le protocole médical à mettre en place pour soigner le patient. Et en fait, eux, typiquement, donc, moi, au départ, quand j'ai commencé ce stage, je me suis dit, mais le degré de précision en utilisant du computer vision, faut qu'il soit à 100%, parce qu'il ne faut pas se tromper de médicaments, il ne faut pas se tromper dans les diagnostics. Et en fait, on acceptait un taux d'erreur qui était assez grand, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, notamment en Afrique, en fait, il y a 80% des détections qui ne sont pas faites, ou alors qui sont mal faites, et du coup, le traitement qui est donné est à 80% faux. Enfin, c'est pas le bon. Et ça peut accélérer la maladie. Enfin, je résume vulgairement, mais c'est un peu ça. Et donc, on accepte que l'IA se trompe, parce que ça fait mieux qu'en fait, le tout venant. Oui. Aujourd'hui, du coup, cette IA, l'objectif final, c'était de la mettre à disposition en ligne. Je ne sais plus quel asso fait ça en ce moment, mais mettre cette IA en ligne, que les laborantins en Afrique, en Amérique latine ou dans les pays où il y a du palu puissent uploader leurs images et avoir un diagnostic qui soit plus fiable que ce qui est fait manuellement. Donc, c'est toujours un rapport en gros, quel est l'état présent de ce qu'on peut faire un humain par rapport à la masse. 50 000 documents PDF, un humain ne pourra jamais les trier dans un temps acceptable. Et puis, quel est le taux d'erreur par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, même dans un cas extrême comme le médical. Oui, apparemment, c'est hyper intéressant. C'est ce côté déjà, pas s'arrêter à un taux d'erreur en valeur brute finalement, mais c'est de se dire comment je le compare par rapport au benchmark actuel. Le taux d'erreur sur la détection du paludisme, mais aussi quelle est la conséquence finalement d'une erreur. Parce que je comprends ce que tu dis, c'est que à la limite, si je détecte quelqu'un qui a effectivement le paludisme, je peux lui sauver la vie. Et si je me trompe, peut-être qu'il aura un traitement qui coûte pas trop cher et qui aura peu de conséquences sur lui. Et finalement, la conséquence de se tromper est assez limitée. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qu'on oublie parfois. On s'arrête à un peu ces taux d'erreur. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même chose sur une voiture autonome. Le taux d'erreur, quand la voiture se trompe, il peut y avoir une mort. Et pour autant, d'ailleurs, comme tu parles sur le premier point, le benchmark, c'est intéressant de regarder finalement ce taux d'accident, je ne sais pas comment on dit, taux d'accident par kilomètre parcouru entre une IA et un humain. Et parfois, même en ayant un benchmark avec l'IA qui soit supérieur à ce qu'on peut avoir côté humain, ça suffit
pour autant pas d'un point de vue perception, parce qu'on a tous en tête les 2-3 accidents qu'il y a eu en 5 ans avec les voitures autonomes aux US. Et pour autant, on ne parle pas des dizaines de milliers de morts qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Donc mais en tout cas, je trouvais que c'était assez intéressant ce que tu disais, de ne pas s'arrêter au taux d'erreur, de regarder à la fois le benchmark par rapport aux solutions existantes et puis quelles sont les conséquences aussi de se tromper. Dans certains cas, c'est hyper valorisant de réussir à détecter certains cas, et si je me trompe dans d'autres, les conséquences sont moindres par rapport aux gains que j'apporte aux personnes que j'ai sauvées. William, peut-être. Alors, nous, on a différents types de méthodes. Déjà, on part toujours de la donnée, c'est-à-dire on se pose au début de tous les projets avec les clients pour qualifier la donnée, la retraiter, la nettoyer, voir si tu n'as pas de l'open data pour aller compléter des erreurs. Parce qu'au final, dans la plupart des projets, garbage in, garbage out, ça marche pour tout type de projet. Donc, on passe énormément de temps là-dessus. Ensuite, on se repose pour justement être capable de faire la preuve de valeur. Souvent, dans nos projets, que ce soit sur des projets sur l'impact, où tu as plutôt des directions RSE en face, ou des projets business, où tu as des directions business, c'est quand même bien d'être capable de leur montrer l'intérêt de l'IA générative assez vite. Donc, on se repose sur des assets packagés pour en fait faire une espèce de démo, une preuve de valeur en 2-3 semaines et dire voilà, sur un petit dataset, sur un cas d'usage bien précis, voilà ce que ça donne, voilà les outputs. Est-ce que ça vous va? Et ensuite, c'est un jeu d'itération avec les équipes du client. C'est toujours se dire, est-ce que l'output, il faut que ce soit court, sharp, est-ce qu'il faut que ce soit long, parce que, je sais pas, c'est du juridique, c'est du marketing, et tu as besoin d'énormément d'argumentaires. Et on adapte comme ça les produits qu'on propose, les outils, pour que ce soit le plus efficace possible. Parce que ce qui nous frustre, en fait, c'est que de façon générale, les produits IT, ça passe rarement la phase de pilote. Tu avais une étude de Gartner, c'était 60%, 70% des produits IT qu'on fait passent jamais le stade de pilote, sont jamais utilisés. Et du coup, quand on travaille sur le volet impact carbone, moi, j'ai pas envie de mettre des data scientists pendant des mois pour un outil qui va jamais être utilisé. Donc, on essaie au maximum de se dire comment le client va l'utiliser, pourquoi, quand, est-ce que c'est du temps réel les données, est-ce que c'est au mois, est-ce que c'est des itérations plus longues, et vraiment, on package le truc pour qu'ils l'utilisent, pour que ça réponde à leur cas d'usage. Super, merci Thomas, Sébastien et William pour ces échanges passionnants. Hein. Je crois qu'on arrive à la fin de notre podcast. Dawson, je te laisse le mot de conclusion. Non, on ne t'entend pas. Je vous remercie tous pour votre participation. Merci beaucoup. J'ai adoré. Je pense que on aurait pu y passer la matinée tous ensemble pour aborder des sujets autour du no-code, du low-code, du management de projet, la manière dont on le gère, comment on embarque les équipes, comment on embarque nos clients aussi dans ces projets-là. Merci à William pour tout l'apport technique et ta vision sur les enjeux environnementaux. Sébastien, pour ta vision globale des enjeux et de recadrer un peu la perspective de faire de l'overview sur une vision globale. Thomas aussi pour tout, hein, pour ton énergie et puis le fait que tu entreprennes dans ces sujets-là. Le partage de ton expérience d'entrepreneur qu'on on n'a pas pu approfondir plus que au-delà de ce que j'aurais aimé aller au-delà de cela, mais on reviendra. On reviendra avec Vincent, avec voilà, on a une thématique autour du marketing, on a une thématique autour du management, on va avoir une thématique autour de l'enjeu RH au niveau des entreprises, parce qu'on a décidé avec Miguel d'élargir le podcast à des thématiques autour du sujet du management de transition, pour pas dire de la transformation numérique, de la blockchain. On va aborder le sujet de la blockchain aussi dans un deuxième temps, et toutes les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, autant qu'il y a. J'aimerais juste une toute petite minute vous demander un petit exercice que j'aime bien faire. C'est chez chacun me recommander un ouvrage qui vous a impacté dans ce que vous êtes aujourd'hui, et puis on clôturera sur ça. Peut-être Sébastien? Ouais, alors sur les sujets d'IA, moi, il y avait un article que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait The AI Revolution, qui est sur le blog de Tim Urban. C'est quelqu'un alors j'adore son blog et je pourrais vous recommander à peu près tous les articles que j'y ai lus. D'accord, super. Beaucoup comme The Thinking Ladder, ce genre de choses. Mais voilà, sur la AI Revolution, ça a été écrit il y a 10 ans, en 2015.
Donc, c'est assez intéressant de le lire à l'aune d'aujourd'hui. Ça soulève finalement pas mal de questions à la fois concrètes mais aussi philosophiques autour de l'IA. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et malgré les 10 ans qu'il a pris, qui me semble toujours d'actualité. Merci. Tu pourras m'envoyer les coordonnées, je mettrai. William, peut-être un livre que tu conseillerais? Ouais. Pas forcément que autour de l'IA, hein, mais quelque chose un livre que tu J'en avais un sur l'IA et je vais réfléchir à un autre du coup en parallèle. Sur l'IA, n'ayant pas de formation de data science à la base, pour être capable de comprendre les concepts et de les expliquer ensuite, le livre de Yann Lequin, Quand la machine apprend, je trouve que pour quelqu'un de son niveau, être capable de le synthétiser comme ça, j'étais surpris, je comprenais tout, j'ai compris les concepts, donc c'était super. Et ensuite, sur le volet environnement impact, alors c'est un livre qui a été écrit par un collectif et qui a été structuré par Greta Thunberg, qui s'appelle Climat. En fait, c'est une liste de plusieurs publications scientifiques sur les différents enjeux, que ce soit carbone, glace, réchauffement climatique. Et à chaque fois, en 2 pages, ça explique un concept, l'état de la science et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Ok, C'est super. accessible. Merci William. Thomas? Ouais, j'en avais un, mais celui de William, Quand la machine apprend, je trouve, je suis pas allé au bout, mais j'ai trouvé fantastique. C'est le talent de toute façon de Yann Lequin, je trouve, d'arriver à nous donner accès à un sujet qui est techniquement éminemment complexe. Moi, je l'ai vu pendant les études. Après, j'ai pas plus poussé. Là, je suis passé dans l'utilisation avec la startup, mais l'entrepreneuriat, mais c'est un énorme talent qu'il a. Non, moi, ça m'a fait penser, ta question, Dawson, théorème vivant de Villani. Alors, il est moins fort pour vulgariser, Villani, parce que c'est plus de la poésie. Il y a des moments, il faut complètement débrancher le cerveau. Mais ce que j'aime bien, il y a une scène dans le bouquin où donc il cherche sa thèse sur les plasmas, etc. C'est un roman qu'il a écrit, autobiographique, en fait, où il explique, il parle de l'émergence des idées. Et je trouve, il y a les discussions qu'on a sur l'intelligence artificielle, la distinction entre la vraie intelligence humaine, la pensée, puis au final, la recommandation, les idées. Ça m'a fait penser à ce bouquin. Il explique qu'à un moment, ça fait 3 mois qu'il cherche une solution à un problème mathématique obscur. Et en fait, il a l'idée un matin quand il amène ses enfants à l'école et du coup, il arrête la voiture, il n'a pas amené ses enfants à l'école de la matinée, et puis il s'arrête et il note sur un. Et je trouve que voilà, c'est la conclusion, même si vous avez compris que j'étais un AI enthousiaste, ce genre de choses ne sera jamais automatisé. Cette création-là ne sera jamais automatisée. Merci. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer La Voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur La Voix du CDO.